Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un livre très important, Histoire de la pensée chinoise, écrit par Han Sheng, professeur spécialiste de la Chine. C'est un livre long et dense, c'est-à-dire avec beaucoup d'informations dans peu de pages, mais son but est simple, nous aider à comprendre comment les Chinois ont pensé le monde, les êtres humains et la société pendant plus de 2000 ans d'histoire. Pas besoin d'être expert pour nous suivre. On va avancer pas à pas. La première question que pose l'auteur dans son livre, c'est pourquoi la Chine nous attire autant et pourquoi on la comprend si mal en même temps. Sa réponse est simple. La Chine est vraiment très différente de nous. Les autres grandes civilisations du monde ont soit disparu, comme l'Égypte ancienne, soit elles sont assez proches de nous dans leur façon de voir les choses. La Chine, elle, existe encore aujourd'hui et pourtant elle est très loin de notre façon de penser. C'est justement ce qui la rend si intéressante. En la regardant, on apprend aussi à mieux se comprendre soi-même. Le message central du livre est clair. La pensée chinoise n'est pas moins bonne que la philosophie occidentale, la façon de penser développée en Europe. Elle est juste différente. Elle pose d'autres questions et utilise d'autres méthodes. Quand on lui donne vraiment sa chance, elle nous apprend des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Premier point important, pour comprendre cette différence, la pensée chinoise ne fonctionne pas comme la philosophie que nous connaissons en Europe. Chez nous, on cherche des systèmes logiques, des définitions précises, des vérités qui sont vraies pour tout le monde. On construit des arguments étape par étape. En Chine, c'est différent. Les textes ne sont pas des démonstrations, c'est-à-dire des preuves organisées étape par étape. Ce sont plutôt des espaces où les idées se répondent, se complètent et changent peu à peu. Le livre dit que c'est une pensée en spirale. Elle tourne autour des sujets. Elle les approfondit de plus en plus, au lieu d'avancer en ligne droite. Deuxième différence importante, la langue chinoise elle-même. En chinois ancien, il n'existe pas vraiment de verbe être, comme en français. Il n'y a pas de conjugaison. Ce n'est pas une langue qui divise le monde en catégories fixes. C'est une langue qui montre les choses en mouvement, en relation. Et ça change profondément la façon de penser. Trois grandes idées reviennent partout dans la pensée chinoise. La première, c'est le Dao, qu'on traduit par la voie. Ce mot désigne le chemin naturel des choses, le rythme profond de l'univers. Pas un dieu, pas une règle imposée de l'extérieur, plutôt une façon naturelle dont tout fonctionne. La deuxième grande idée, c'est le Qi, le souffle de vie. C'est une énergie invisible qui anime tout, le corps, la nature, la morale, l'art. Et la troisième, c'est l'idée que tout change, tout se transforme. Et c'est dans ce mouvement qu'on trouve la vraie stabilité. Pas malgré le changement, mais grâce à lui. Le livre commence très loin dans le passé, environ 3500 ans en arrière. À cette époque, deux grandes dynasties, c'est-à-dire deux familles royales qui gouvernent pendant plusieurs générations, se suivent en Chine, les Shang puis les Zhou. Ce qui surprend d'abord, c'est la place de la divination, c'est-à-dire la pratique de lire l'avenir ou de recevoir des messages cachés. Les Chinois de cette époque brûlaient des os d'animaux ou des carapaces de tortues. La chaleur créait des petites fissures, et on lisait ces fissures pour comprendre ce que les ancêtres voulaient dire. Ça peut sembler bizarre pour nous, mais Han Sheng, l'auteur, l'explique bien. Ce n'est pas du tout irrationnel, c'est-à-dire pas du tout sans logique. Les questions posées étaient très concrètes. Va-t-il pleuvoir demain? La récolte sera-t-elle bonne cette année? Les réponses étaient simples, oui ou non. C'est une façon d'être logique, différente de la nôtre, mais tout à fait cohérente, c'est-à-dire organisée et qui a du sens. L'autre grande pratique de cette époque, le respect des ancêtres. Pour les Chinois anciens,
Les morts ne disparaissent pas vraiment. Ils continuent de faire partie de la famille. Ils peuvent aider ou protéger les vivants. Ce n'est pas de la superstition, c'est-à-dire une croyance irrationnelle et sans fondement. C'est une façon de penser le lien entre les générations, entre hier et aujourd'hui. Avec la dynastie des Zhou, quelque chose change. Le grand dieu des Shang, appelé le souverain d'en haut, devient quelque chose de plus neutre, le ciel. Et une idée politique très importante apparaît, le mandat du ciel. Ça veut dire que les souverains ont le droit de gouverner, mais seulement si le ciel leur fait confiance. Si un souverain gouverne mal, le ciel peut lui retirer ce droit. C'est une idée forte. Le pouvoir n'est pas total, il doit être mérité. Fait intéressant, en chinois moderne, le mot révolution, gaming, vient exactement de là. Il signifie littéralement changer le mandat. Un mandat, c'est une mission ou un rôle donné à quelqu'un pour faire quelque chose. On arrive maintenant au personnage le plus célèbre de toute la pensée chinoise, Confucius. En chinois, son nom est Kongfusi, qui veut dire maître Kong. Il a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans une époque très difficile où l'ancien ordre politique s'effondrait, c'est-à-dire qu'il tombait en morceaux. Face à ce désordre, Confucius a fait un pari. Il a parié sur l'être humain. Son idée de base est simple mais courageuse. N'importe qui peut s'améliorer, n'importe qui peut devenir meilleur. Dans une société très rigide, c'est-à-dire très stricte, où les règles ne changent pas, votre place dans le monde dépend uniquement de votre naissance. Et c'est une vraie révolution. Il le dit clairement, mon enseignement est là pour tous, sans distinction. Tout le monde peut apprendre, tout le monde peut grandir. Avant d'entrer dans son enseignement, il faut dire une chose importante. Confucius n'a jamais voulu créer une religion. Il ne parle jamais des dieux, ni de ce qui arrive après la mort. Ce qui l'intéresse, c'est ici et maintenant, comment vivre bien, ensemble, dans le monde présent. Son enseignement repose sur 3 idées principales. La première, apprendre. Mais attention, apprendre pour Confucius, ce n'est pas remplir sa tête d'informations. C'est apprendre à vivre, c'est apprendre à être humain, chaque jour dans ses actions concrètes. Le livre qui rassemble ces conversations, et qui s'appelle « Les entretiens », commence par cette phrase. Apprendre quelque chose pour pouvoir le vivre à tout moment, n'est-ce pas là source de grand plaisir ? L'apprentissage, c'est une façon de vivre, pas une activité purement intellectuelle. La deuxième idée, c'est le ren, en chinois, qu'on pourrait traduire par humanité ou bienveillance, c'est-à-dire la volonté sincère de faire du bien aux autres. C'est sans doute la grande révolution de Confucius. En chinois, le caractère ren montre un homme avec le chiffre 2 à côté. L'idée est là. On ne devient vraiment humain que dans la relation à l'autre. Tout seul, on n'est pas pleinement humain. C'est en respectant les autres, en s'occupant d'eux, en les aimant, qu'on développe sa propre humanité. Et la règle centrale, c'est la réciprocité, c'est-à-dire donner et recevoir de la même façon. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Simple à dire, difficile à vivre, mais c'est universel. La troisième idée, les rites, qu'on appelle li en chinois. Attention, il ne s'agit pas de cérémonies vides, ni de politesse de façade, c'est-à-dire fausses ou juste pour les apparences. Pour Confucius, les rites, c'est tout ce qui donne une bonne forme à nos relations. La façon de saluer quelqu'un, de parler à ses parents, de se comporter en public. Ce sont des gestes qui montrent qu'on reconnaît la valeur de l'autre. Et si le geste extérieur n'est pas sincère à l'intérieur, il ne vaut rien. La forme et l'intention doivent aller ensemble. En politique, Confucius est tout aussi clair. Un bon dirigeant n'utilise pas la force ni la peur pour gouverner. Il gouverne par l'exemple. Si le chef est honnête et juste, les gens vont naturellement le suivre. Pas besoin de forcer. Après Confucius, la Chine entre dans une période de guerre entre différents États. On appelle ça
les royaumes combattants. Et de façon surprenante, c'est dans cette période de chaos qu'un grand nombre d'idées extraordinaires apparaissent. C'est l'époque des 100 écoles. Toutes les grandes façons de penser chinoises naissent ou se précisent à ce moment-là. Mozi est le plus grand opposant à Confucius. Il est pragmatique, c'est-à-dire qu'il s'intéresse surtout à ce qui marche vraiment dans la vie réelle. Il trouve les rites confucéens coûteux et inutiles. Sa grande idée, l'amour universel, c'est-à-dire aimer tout le monde de façon égale sans faire de différence. Si chaque personne aimait les autres comme elle s'aime elle-même, les guerres disparaîtraient. C'est un beau projet. Mais les Confucéens répondent: est-ce vraiment possible d'aimer sa mère et un inconnu de la même façon? Pour eux, l'amour a naturellement des degrés et c'est ce qui lui donne sa force. Mozi est aussi très concret sur la question de la guerre. Il envoie ses élèves aider les petits États à se défendre contre les grands. La paix pour lui, ce n'est pas juste un idéal, c'est quelque chose qu'on construit concrètement avec des techniques et des hommes. Mencius est l'héritier idéaliste de Confucius, c'est-à-dire celui qui continue ses idées en croyant fort à la bonté naturelle des hommes. Sa grande contribution est l'idée que la nature humaine est fondamentalement bonne. Pas seulement capable de bien, elle est déjà bonne à la base. Il donne un exemple concret. Imaginez que vous voyez un petit enfant s'approcher d'un puits dangereux. Immédiatement, vous ressentez de l'inquiétude et vous voulez l'aider. Cette réaction est automatique, naturelle. Elle prouve qu'on a en nous naturellement des germes de bonté, c'est-à-dire de petites graines de bonté comme des graines dans la terre qui attendent de grandir. Notre travail, c'est de les faire grandir. Zhuangzi propose quelque chose de très différent, à savoir une vision taoïste du monde. Le taoïsme, c'est une façon de penser qui met la nature et le Dao, c'est la voie naturelle des choses, au centre de tout. Pour Zhuangzi, toutes nos catégories habituelles, faux, vrai, bien, mal, grand, petit, sont relatives, c'est-à-dire qu'elles changent selon le point de vue. Son texte est plein d'histoires et de questions difficiles. Sa plus célèbre question est lorsqu'il rêve qu'il est un papillon. Au réveil, il se demande: est-ce un homme qui rêvait d'être un papillon ou un papillon qui rêve maintenant d'être un homme? On ne peut pas vraiment le savoir, et c'est exactement le but. Son idée centrale est le non-agir, qu'on appelle Wu Wei en chinois. Ce n'est pas être passif, c'est-à-dire ne rien faire du tout. C'est agir naturellement, sans force, en suivant le mouvement des choses. Il compare ça à un bon cuisinier qui coupe un bœuf. Il ne force pas le couteau, il suit les articulations naturelles, c'est-à-dire les endroits où les os se séparent naturellement. Le geste devient alors parfait, sans effort. C'est ça l'intelligence du Dao. Le Laozi est le grand texte du taoïsme, court, poétique, mystérieux. Il commence par une phrase qui donne le ton. Le Dao qui peut se dire n'est pas le Dao constant. Autrement dit, dès qu'on essaie de définir la voix avec des mots, on la trahit un peu. On est au-delà des mots. Le Laozi célèbre la valeur du vide, la force de la douceur, la sagesse du retour à la simplicité. Zhuangzi, lui, est l'héritier réaliste de Confucius, c'est-à-dire celui qui continue ses idées mais avec une vision plus sombre de la nature humaine. Et il pense l'exact contraire de Mencius. La nature humaine n'est pas bonne, elle est guidée par des désirs qui, sans contrôle, mènent au chaos. Ce sont la culture, l'éducation et les rites qui transforment l'être humain. La moralité, c'est-à-dire la capacité à faire la différence entre le bien et le mal, ne vient pas de la nature. Elle se construit avec effort au fil du temps. Pour Zhuangzi, les rites et l'éducation ne sont donc pas des éléments en plus. Ce sont des outils absolument nécessaires. Sans eux, l'être humain retourne à ses instincts les plus égoïstes. C'est une vision plus sombre que celle de Mencius, mais aussi plus réaliste sur la difficulté de bien vivre ensemble. Enfin,
Les légistes vont plus loin. Les légistes, ce sont les penseurs qui croient que seule la loi peut organiser la société. Pour eux, ni la morale, ni les rites ne suffisent. Ce qui fait fonctionner un État, c'est la loi, qui est claire, écrite, appliquée à tous sans exception. Un bon dirigeant n'a pas besoin d'être vertueux, c'est-à-dire d'avoir de bonnes valeurs morales. Il a besoin de bonnes institutions, c'est-à-dire de bonnes règles et de bons systèmes. Cette pensée efficace et froide sera celle qui permettra à l'État de Chine d'unifier toute la Chine en 221 avant Jésus-Christ. Après la courte mais brutale période de l'Empire Qin, les Han prennent le pouvoir et construisent une culture impériale durable pendant plus de 4 siècles. Impérial, ça veut dire lié à l'Empire, c'est-à-dire un très grand État gouverné par un empereur. C'est sous les Han que le confucianisme, c'est-à-dire l'ensemble des idées de Confucius, devient la philosophie officielle de l'État. Mais ce n'est pas le confucianisme simple et pur de Confucius lui-même. C'est une version enrichie, mélangée à des théories sur le yin et le yang. Ces deux forces opposées et complémentaires qui, selon la loi chinoise, organisent tout dans l'univers, sur les 5 phases, bois, feu, terre, eau, et sur les liens entre le ciel, la terre et l'homme. Le grand penseur de cette période, Dong Zhuangzi, a une vision du monde où tout est connecté. Le souverain est le lien vivant entre l'ordre du cosmos, c'est-à-dire l'ordre de l'univers entier et l'ordre humain. Si le pays va mal, si des catastrophes naturelles se produisent, c'est peut-être un signe que le gouvernement doit changer quelque chose. La nature et la politique font partie du même système. Cette idée peut nous sembler étrange aujourd'hui, mais elle a une conséquence très concrète. Elle rend le souverain responsable de tout, y compris des tremblements de terre ou des sécheresses. Le ciel regarde et il peut punir. C'est aussi sous les Han que les grands textes classiques sont officiellement reconnus comme textes de référence. Le livre des mutations, le livre des odes, le livre des documents. Ces textes deviennent des références absolues dans toute la culture lettrée, c'est-à-dire la culture des personnes qui savent lire et écrire et qui ont fait des études. On les étudie, on les mémorise, on les explique pendant des générations. Ce sont bien plus que des livres, ce sont les bases d'une civilisation entière. Vers le début de l'ère chrétienne, c'est-à-dire au moment où le calendrier qu'on utilise aujourd'hui commence, quelque chose d'inattendu se produit. Le bouddhisme arrive de l'Inde et cette rencontre va transformer la pensée chinoise en profondeur et sur plusieurs siècles. Le bouddhisme apporte des idées vraiment nouvelles. Il dit que la vie est souffrance, que le moi individuel est une illusion, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas vraiment comme on le croit, que le monde que l'on voit n'a pas de réalité absolue. Pour des confucéens qui croient que le monde est réel, que la famille est sacrée et que la société a du sens, c'est un choc énorme. Mais les Chinois ne restent pas passifs. Ils absorbent, ils transforment, ils adaptent. Peu à peu, des formes de bouddhisme proprement chinoises apparaissent. La plus originale est le bouddhisme Shan, mieux connu en Occident sous le nom japonais le Zen. Le Shan dit une chose simple mais radicale. Radical, ça veut dire quelque chose de très fort qui change en profondeur. Et le Shan dit que l'éveil, c'est-à-dire la compréhension profonde de la réalité, le moment où on voit les choses telles qu'elles sont vraiment, eh bien l'éveil ne s'obtient pas après des années d'études difficiles. Il peut arriver en un instant, de façon soudaine et totale. Un maître Shan peut frapper un élève avec un bâton, poser une question absurde, crier. Et c'est ça qui peut déclencher l'éveil. C'est une approche très directe, très vivante, qui rejoint l'esprit naturel et spontané du taoïsme. D'autres écoles se développent sous la grande dynastie Tang. L'école Tiantai affirme que tout le monde a en lui la nature de Bouddha. Tout être peut atteindre l'éveil, même les plus ordinaires. L'école Huayan propose une image magnifique. L'univers est comme un réseau infini de miroirs, où chaque miroir reflète tous les autres. Chaque chose
contient en elle toutes les autres choses. C'est une vision du monde d'une grande beauté et d'une grande profondeur, et elle aura une influence durable sur l'art et la poésie chinoise. Et l'école de la terre pure est la plus accessible pour le peuple. Il suffit de croire sincèrement au Bouddha Amitabha et sa compassion infinie, c'est-à-dire sa capacité infinie à comprendre et à aider les autres, et bien cette croyance suffit pour être sauvé. Au IXe siècle, le grand auteur confucéen Han Yu parle avec force contre cette domination du bouddhisme. Pour lui, la culture chinoise authentique, c'est-à-dire vraiment chinoise, pas mélangée à des influences étrangères, eh bien, pour lui, cette culture est en train de se perdre. Il est temps de retrouver le Dao de Confucius. Sa réaction est parfois trop forte, mais elle annonce quelque chose d'important, un retour en force de la pensée confucéenne. Vers l'an 1000, la société chinoise change beaucoup. Une économie avec de l'argent qui se développe. Une nouvelle classe de lettrés, choisie par des examens ouverts à tous, remplace l'ancienne aristocratie héréditaire, c'est-à-dire les familles riches et puissantes qui transmettaient leur pouvoir de parents à enfants sans examen ni mérite. Et dans ce contexte nouveau, la pensée confucéenne se renouvelle complètement. Ces penseurs ne peuvent plus ignorer les questions que le bouddhisme a posées pendant des siècles, à savoir qu'est-ce que l'esprit, la nature humaine est-elle vraiment bonne, comment l'individu est-il lié au cosmos. Ils doivent y répondre tout en restant fidèles à leur propre tradition. Zhu Duni remet en valeur la cosmologie du livre des mutations. La cosmologie, c'est la façon d'expliquer comment l'univers est organisé et comment il fonctionne. Pour lui, le ciel, la terre et l'homme forment une unité vivante. Son concept central est l'authenticité qu'on appelle Sheng en chinois. L'authenticité, c'est d'être en parfait accord avec soi-même et avec le cours naturel des choses. C'est à la fois un idéal moral et une réalité cosmique. Zhang Sai pense tout en termes de qi. Le qi, c'est l'énergie de vie. Pour lui, le qi est la substance de toute réalité, à la fois matérielle et spirituelle. Son texte le plus beau, La grande inscription de l'Ouest, dit ceci. « Le ciel est mon père, la terre est ma mère, tout homme est mon frère, tout être est mon compagnon. » C'est une vision du monde qui crée une éthique. Le mot éthique veut dire un ensemble de règles morales pour bien se comporter. Eh bien, cette vision crée une éthique d'une très grande ampleur. Les frères Cheng, Cheng Hao et Cheng Yi, apportent une idée qui va dominer pendant des siècles. Le li en chinois, qui signifie le principe. Derrière chaque chose, il y a un principe invisible qui la fait être ce qu'elle est. Comprendre ce principe, c'est comprendre la vérité profonde des choses. Et ce même principe organise à la fois la nature et la morale humaine. Les deux ne font qu'un. Zongqi, au XIIe siècle, fait la grande synthèse. Une synthèse, c'est quelque chose qui rassemble toutes les idées importantes en un seul grand système cohérent. Zongqi est celui qui choisit les textes de référence et organise la pensée confucéenne pour les siècles à venir. Il sélectionne 4 textes, les 4 livres, qui deviennent la base de toute l'éducation classique, à savoir les entretiens de Confucius, le Mengzi, la grande étude et l'invariable milieu. Sa philosophie est solide et cohérente, à savoir principe et énergie, nature et culture, individu et cosmos, s'assemblent comme les pièces d'un grand ensemble. Face à Zongqi, Lung Sangshan propose quelque chose de plus radical et de plus simple. Le principe n'est pas dans les livres ni dans les choses extérieures. Il est dans l'esprit. L'univers est mon esprit est l'univers. Pas besoin de tout lire. Il faut d'abord se connaître soi-même. Cette idée sera approfondie. Approfondie, ça veut dire développée encore plus loin, sous la dynastie des Ming,
qui va durer de 1368 à 1644, c'est Wang Yangming qui domine la scène intellectuelle. Alors la scène intellectuelle, ça veut dire le monde des penseurs et des idées. Il pousse encore plus loin l'idée de Lung Changsan. Sa formule clé est « Il n'est pas de principe hors de l'esprit ». Le principe, cette réalité profonde qui organise le monde, n'est pas quelque chose qu'on trouve dehors, dans les livres ou dans les choses. Il est dans ma conscience. Et cette conscience morale, tout le monde l'a en lui dès la naissance. Wang Yangming l'appelle la connaissance morale innée, qu'on dit en chinois liangxi. Inné, ça veut dire qu'on naît avec et qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Sa deuxième grande idée est très concrète. La connaissance et l'action ne font qu'un. Savoir ce qui est juste, c'est déjà vouloir le faire. Si je sais vraiment qu'une chose est bien et que je ne le fais pas quand même, c'est la preuve que je ne le sais pas vraiment. La vraie connaissance et l'action sont inséparables. Cette idée a des conséquences très concrètes. Elle veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'étudier les textes dans son coin. La morale, ça se vit. Et si notre vie ne correspond pas à ce qu'on dit croire, c'est qu'on ne le croit pas vraiment. Cette époque voit aussi naître des penseurs plus rebelles, comme Li Zi, qui attaque ouvertement les certitudes confucéennes. Cette expression veut dire que les idées confucéennes sont considérées comme absolument vraies et impossibles à discuter. Il défend les désirs humains, s'intéresse aux femmes et aux pauvres, remet en question les autorités établies. C'est une période de pensée critique et d'agitation intellectuelle qui ressemble par certains côtés à ce que nous vivons aujourd'hui. La dernière partie du livre est peut-être la plus difficile. Sous les Qing, une nouvelle dynastie mandchoue. Alors les Mandchous, c'est un peuple qui vient de Mandchourie, une région au nord-est de la Chine. Eh bien, cette dynastie prend le pouvoir. Des penseurs comme Wang Zongqi, Gu Yangwu et Wang Fuji réagissent à cet effondrement en revenant aux textes classiques avec un regard critique et sérieux. Ils veulent les lire dans leur contexte historique réel, sans les déformer. C'est un travail un peu comparable à celui des humanistes européens de la Renaissance. Les humanistes sont des penseurs européens du XVe et XVIe siècle qui ont voulu relire les textes anciens tels qu'ils étaient vraiment. Les penseurs de la nouvelle dynastie n'acceptent plus de répéter les vieilles formules. Ils veulent comprendre les textes tels qu'ils étaient vraiment à leur époque, dans leur contexte. Mais le vrai choc vient au XIXe siècle. Les puissances européennes, c'est-à-dire les pays d'Europe très forts militairement comme la France et l'Angleterre, et plus tard le Japon, eh bien ces pays vont imposer à la Chine des traités humiliants par la force. Un traité humiliant, c'est un accord signé sous la contrainte qui fait perdre beaucoup de droits et de territoires. La supériorité technologique de l'Occident est difficile à ignorer. Et une question très douloureuse s'impose. Est-ce que la tradition chinoise est responsable de ce retard ? Doit-elle changer radicalement pour que la Chine survive dans le monde moderne ? Des réformistes, c'est quelqu'un qui veut changer le système de l'intérieur sans tout détruire. Eh bien, il y a des réformistes comme Kang Wu-wei qui essayent de moderniser la Chine sans abandonner le confucianisme. D'autres, comme Lao Shangchao, cherchent à combiner pensée chinoise et idées occidentales, comme la liberté, la démocratie et la science. Le débat est passionné, urgent, parfois désespéré. Et puis, en 1919, le mouvement du 4 mai, c'est-à-dire des étudiants et des intellectuels, descendent dans les rues. Ils rejettent la tradition confucéenne en bloc, l'accusant d'avoir bloqué le progrès de la Chine. C'est le moment symbolique que choisit l'auteur pour terminer son livre. La Chine dit au revoir à 2000 ans de tradition et elle entre dans une période nouvelle qui est complexe, pleine de traditions et qui n'est pas encore vraiment terminée aujourd'hui. Voilà, on a traversé plus de 2000 ans d'histoire de la pensée en un seul épisode. On a forcément simplifié, forcément laissé des choses de côté,
Mais on a suivi les grandes lignes. Ce que l'auteur Han Cheng montre dans son livre, c'est que la pensée chinoise n'est pas une sagesse figée. Une sagesse figée, ça veut dire une sagesse qui ne bouge pas, qui ne change jamais. Eh bien, la pensée chinoise n'est pas une sagesse figée venue du fond des âges. C'est une tradition vivante, toujours en mouvement, qui a su absorber des influences très différentes, comme le bouddhisme par exemple, et qui a su les transformer en quelque chose de nouveau. Elle a produit de vrais débats, de vraies disputes, de vraies révolutions intellectuelles. Et il y a des idées qui reviennent tout au long de cette histoire comme des fils conducteurs. Un fil conducteur, c'est une idée qui guide et relie tout comme un fil qu'on suit dans un labyrinthe. L'idée que l'être humain fait partie de la nature, qu'il n'est pas séparé du monde, mais ancré dedans. L'idée qu'on ne devient vraiment humain que dans la relation à l'autre, que la solitude totale n'est pas une option pour l'humanité. L'idée que l'apprentissage n'est pas une accumulation de savoir, mais une transformation de soi. Et cette conviction profonde que savoir et agir sont inséparables, que la vraie connaissance se vit, elle ne se stocke pas. Ces idées ne sont pas de simples curiosités historiques. Elles ont guidé des millions de personnes pendant des siècles. Elles ont façonné des arts, des institutions, des façons de se soigner, d'éduquer ses enfants, de gouverner un pays. Est-ce que tout ça a quelque chose à nous dire aujourd'hui ? Oui, clairement. Dans un monde où les certitudes disparaissent, où notre relation à la nature devient urgente, où les identités se cherchent, la pensée chinoise offre des ressources vraiment utiles. Pas des réponses toutes faites, plutôt des façons différentes de poser les questions. Et c'est peut-être là la leçon la plus simple et la plus profonde de ce livre. Celle qu'on retient longtemps après avoir fermé les dernières pages. À savoir que pour se comprendre soi-même, il faut apprendre à se regarder avec les yeux de l'autre. Les Chinois ont un mot pour ça, et ce mot est Fangguan, qui veut dire l'observation inversée. Se voir depuis le dehors, voir le monde depuis l'intérieur. C'est difficile, ça demande un vrai effort sur soi-même. Mais c'est là que commence la vraie connaissance. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme toujours, vous pouvez trouver en description un lien pour télécharger une formation gratuite. Passez une bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode.